Alors, du coup, bonjour à tous. On va commencer tout de suite avec le docteur Ingray Caroline qui nous fait le plaisir d'évoquer avec nous en 7 minutes le syndrome de stress post-traumatique. C'est à toi. Bonsoir, merci beaucoup de cette invitation. En effet, je suis Coraline Ingré, je suis médecin à Nancy, psychiatre, et on m'a demandé de vous parler du trouble de stress post-traumatique. Comment dépasser un traumatisme, comment s'en libérer? On va essayer de développer ça en 7 minutes, en 3 actes, comprendre ce qu'est un trauma et un trouble de stress post-traumatique, comment on peut agir dessus, s'aider par soi-même, et enfin, comment on peut se faire accompagner, se traiter si effectivement la pathologie est trop sévère. Alors, actuellement, en plein Covid, on entend tout le monde, dans tous les médias, qu'on est traumatisé par cette situation. Alors, en effet, c'est une situation particulièrement stressante, où on est dans l'incertitude, où on a peur de cette maladie, d'être contaminé, de se retrouver à l'hôpital, voire de mourir, où on a peur que ses proches soient contaminés, où il y a cette proximité, ou au contraire cette solitude qui n'est pas évidente. Mais il faut bien avoir conscience qu'un événement stressant qui dure comme ça peut avoir des conséquences sur notre sommeil, sur notre santé psychologique. On peut développer des troubles paniques, mais ce n'est pas forcément ce qu'on appelle un psychotraumatisme. Un traumatisme qui permet d'amener un trouble de stress post-traumatique, c'est quelque chose qu'on a décrit au départ chez les vétérans de guerre. Parce qu'il y a une dimension extrêmement importante de perte d'intégrité physique ou psychologique, de risque de mort, un événement souvent violent, brutal, qui peut soit nous concerner, soit concerner ses proches de manière directe. Et tout le monde peut un jour être confronté à un événement traumatisant par la mort inattendue d'un proche, par un accident, une agression physique, une agression sexuelle, une catastrophe naturelle, sont des événements psychotraumatisants. Dans le Covid, effectivement, certaines personnes vont être beaucoup plus à risque de développer un trouble de stress post-traumatique, soit des personnes qui perdent brutalement un proche, soit des personnes qui ont été confrontées, des soignants en particulier, à des morts multiples, à des sentiments d'impuissance, de gestion difficile. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a aussi particulièrement en cette période des femmes, des enfants, des hommes aussi, qui sont victimes de violences conjugales, de maltraitance. Et cela est évidemment un terreau à développer un jour un trouble de stress post-traumatique. Alors, qu'est-ce qu'un trouble de stress post-traumatique? C'est une véritable pathologie qui contient 4 grandes catégories de symptômes, de signes cliniques. Les premiers, ça s'appelle un syndrome d'intrusion. Qu'est-ce que c'est? C'est des souvenirs qui reviennent sous forme de flashback ou sous forme de cauchemar, un petit peu comme des notifications sur votre téléphone portable, qui sont dus à des dérèglements de certains réseaux cérébraux. Et en fait, ces souvenirs s'imposent à vous sans que vous alliez les chercher, sans que vous les convoquiez. On le voit souvent très bien dans les films, ce syndrome de stress post-traumatique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'évitement. Quand je souffre d'un trouble de stress post-traumatique, j'ai tendance à ne plus vouloir penser à ce souvenir parce que ça me met trop mal, j'ai trop d'émotions désagréables, c'est extrêmement compliqué et ça peut s'élargir à je ne veux plus voir le lieu où ça s'est passé, rencontrer les personnes qui ont été, qui me rappellent ce lieu, voir des émissions de télé, c'est l'évitement. J'ai aussi souvent une dimension au niveau de mon humeur, des perturbations de mon humeur. Je peux me sentir détachée, comme si je n'avais plus de sentiments, comme si j'étais anesthésiée. Je peux avoir le sentiment que le monde est un peu lointain, que de toute façon, plus personne ne pourra jamais me comprendre. Et souvent, des sentiments de culpabilité, de reproche. J'aurais pas dû réagir ainsi ou j'aurais dû faire ça. Et puis, le dernier point, c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Quelqu'un qui a subi un traumatisme va avoir tendance à être sur ses gardes, à être dans une méfiance, à sursauter, à avoir du mal à trouver le sommeil, à avoir du mal à se concentrer et parfois avoir une irritabilité ou des colères qui peuvent être aussi compliquées avec l'entourage. Donc voilà en quelques lignes ce que c'est qu'un trouble de stress post-traumatique. Ok, mais si j'ai subi ce type de traumatisme, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi-même? Alors il y a plusieurs axes. Déjà, il va falloir apprendre à agir sur ses propres émotions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Toutes les émotions, aussi désagréables soient-elles, ont un message, sont porteuses d'un message. La peur nécessite l'éloignement, la colère nous fait dire qu'on a des émotions, des valeurs qui ont été bafouées et qu'il faut réagir. Donc, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, il faut donc apprendre à les décrypter, apprendre à les accepter pour ensuite pouvoir agir dessus et les contrôler.
Et dans le trouble de stress post-traumatique, il va falloir s'exposer à ces peurs parce que plus on évite, plus ce trouble se renforce. Et apprendre à s'exposer petit à petit va nous aider. Voilà pour les émotions. Mais il faut aussi apprendre à agir sur ses pensées parce que notre cerveau, il nous joue des tours. Il va nous imposer des pensées inadaptées. C'est de ta faute, de toute façon, si tu n'avais pas été là, etc., etc. Ou tu es nul, tu es faible de souffrir comme ça. Et il va falloir apprendre à aller interroger ces pensées, un peu revêtir votre costume d'inspecteur, les mettre sur le grill et voir à quel point votre cerveau cherche à vous vendre des idées distordues. Apprendre à travailler sur ces pensées, apprendre à travailler sur son bien-être, remplir son coffre-fort de ressources, faire attention à soi, apprendre à être soutenu par les autres, à se nourrir d'émotions positives, et puis aussi essayer de repenser à sa vie et à ses propres valeurs. En effet, un traumatisme a souvent tendance à vous éloigner de votre route, à vous éloigner de vos valeurs, de ce qui comptait pour vous. Il va falloir mettre ça sur le devant. Malheureusement, parfois, agir seul sur un traumatisme n'est pas suffisant. Il va falloir être aidé. Et en 2020, il existe des thérapies extrêmement efficaces sur ce trouble de stress post-traumatique. On a par exemple des thérapies d'exposition dans le cadre des thérapies cognitivo-comportementales. On a l'EMDR, qui est une thérapie à base de mouvements oculaires. On a aussi l'hypnose qui a son intérêt. Et donc, on peut agir, on peut se faire aider pour arriver à guérir totalement de ce trouble de stress post-traumatique. Parce qu'en effet, on peut guérir de ces traumatismes, on peut être résilient, on peut s'en sortir. Et souvent, on parle même de croissance post-traumatique. Des personnes qui ont été victimes, après un moment, après un chemin, parfois semé d'embûches, après des émotions douloureuses, peuvent s'en sortir grandis, peuvent apprendre à voir la vie autrement. Et donc, vraiment, il y a toujours de l'espoir, quel que soit le traumatisme qu'on a pu vivre. Ouais. C'est très bien. Parce qu'il y a pas mal de questions, donc du coup, on va pouvoir compléter. Parfait. Alors, première question de Anne Bodono. Alors, je te lis la question. Le stress post-traumatique ne peut-il pas parfois se manifester par une hyper-mémoire? Si, tout à fait. Le souvenir traumatique peut être de l'ordre de l'hypermnésie, c'est-à-dire qu'on s'en souvient extrêmement précisément. On se souvient des odeurs, des couleurs, on peut se souvenir des sensations physiques avec un niveau de détail qu'on n'a pour aucun autre type de souvenir. La mémoire enregistre les souvenirs parce qu'ils sont émotionnels, donc particulièrement les souvenirs traumatiques, mais à contrario, à l'opposé, on a aussi ce qu'on appelle de l'amnésie traumatique ou dissociative, où on peut avoir des flous sur les souvenirs traumatiques avec des espèces de trous qui sont liés aussi à ce traumatisme. C'est un autre aspect, mais l'hypermnésie est un signe, effectivement, qu'on peut retrouver dans le trouble de stress post-traumatique. Merci beaucoup. Bah, du coup, ça répond à la question de Sabine Colombier sur l'amnésie post-traumatique et ça me permet de présenter Tapioca. Alors, la situation actuelle est-elle à risque pour les personnes sujettes à du stress post-traumatique? Et deuxième question, comment soigner des traumas de type 2? Et du coup, bah, explication du trauma de type 2 au préalable. Très bien. Donc, est-ce que la situation est à risque? C'est ce que j'ai dit, c'est à risque pour les personnes qui vont être confrontées particulièrement soit à la mort, soit à des violences, mais aussi, il est vrai, à des personnes qui ont déjà vécu des syndromes de stress post-traumatique. Si vous avez déjà été victime de violences, si vous avez été dans des situations où vous vous êtes sentie impuissante, où vous avez été victime, par exemple, d'enfermement, de séquestration, là j'ai une patiente pour lequel c'est le cas à l'heure actuelle, c'est extrêmement compliqué de vivre ce confinement et ça vient faire appel à des reviviscences et donc à accentuer un trouble de stress post-traumatique existant. Ensuite, c'est une très bonne question, il y a le trauma de type 2. Qu'est-ce qu'un trauma de type 2? C'est ce qu'on appelle un trauma complexe. Il y a les événements uniques. Un accident de la route, une agression unique à un moment donné, une catastrophe naturelle. Et puis, il y a malheureusement des traumatismes répétés, complexes qui surviennent souvent dans l'enfance avec des maltraitances, avec des violences répétées qui peuvent se poursuivre aussi à l'âge adulte. Et là, on est sur des traumatismes qui viennent atteindre notre intégrité, notre personnalité, nos bases narcissiques quelque part, et vraiment souvent aussi notre lien d'attachement et de confiance aux autres. Et on va avoir souvent un vécu de monde très insécure, une difficulté à s'attacher, une méfiance excessive, une instabilité un petit peu dans ses émotions. Et c'est ça qu'on appelle un trauma complexe ou un trouble de stress post-traumatique complexe.
Super, merci. Donc, comme il nous reste encore un petit peu de temps, alors Lee-Antoine nous partage des liens de Igor Thiriez. C'est un site internet fait par Igor Thiriez qui est très très bien. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens. Alors, question de Cathy D. La méditation pleine conscience peut à un moment être aidante, point d'interrogation. Oui, tout à fait. Le mindfulness, la méditation de pleine conscience peut tout à fait être aidante pour apprendre à accepter son vécu émotionnel et à le vivre beaucoup plus correctement. Donc c'est tout à fait une indication. Globalement, dans une phase où il y a beaucoup d'intrusions, beaucoup de souvenirs traumatiques, il est c'est pas le meilleur moment pour faire de la méditation de pleine conscience, mais dès que les syndromes d'intrusion sont contrôlés, sont beaucoup plus gérables, c'est une très bonne indication et ça permet de se réassocier plus facilement. On n'a pas parlé de cette dimension de dissociation dans le syndrome de stress post-traumatique, qui est une notion un peu complexe en 7 minutes, mais la méditation de pleine conscience est vraiment très utile. Très bien. Et puis du coup, dernière, alors c'est plus une remarque qui serait à commenter éventuellement, de Lee Antoine. Il est important, à mon sens, en thérapie, de d'abord travailler sur un cadre sécurisant que de commencer à faire de l'exposition. Très bien, alors je suis 100% d'accord. On ne fait pas d'exposition avant qu'on ait suffisamment une relation de confiance avec le patient et que le patient se sente en sécurité. L'exposition, quelle est la différence entre le souvenir traumatique et l'exposition avec un thérapeute à ce souvenir traumatique? C'est le cadre de sécurité et c'est la confiance qui a pu être mise en place. Donc effectivement, c'est un préalable. C'est pas pour autant qu'il faut 10 séances ou 15 ans d'être en confiance avant d'aborder le traumatisme avec son thérapeute. Super. Bon, bah merci à toi d'avoir commencé et pour avoir tenu les 10 minutes et nous avoir appris plein de choses. Donc, on enchaîne Merci beaucoup. avec Nidal. Nidal Naban Abou, que je ne présente plus. Docteur Nidal Naban Abou, psychiatre, qui va nous parler des modalités de soins en psychiatrie, de l'hospitalisation libre aux soins sans consentement. C'est à toi. Il faut que j'active ton micro. Peut-être, ouais. C'est bon? C'est bon. Bonsoir Jean-Marie. Je peux avoir l'écran parce que je ne me vois pas à l'écran peut-être. Est-ce que toi, Euh, tu peux le faire? Essaye de changer affichage intervenant, affichage. Ah, c'est bon. Là, je l'ai. OK, très bien. Ok. Ça marche. Bonsoir tout le monde. Voilà. Merci Jean-Marie encore une fois pour ton invitation. C'est vraiment sympa de faire cette réunion Zoom. Donc, je suis psychiatre, je suis à Rennes et je suis très fléchée psychiatrie légale, qui est une spécificité de la psychiatrie. Et en réfléchissant, j'avais vraiment envie de vous parler de quelque chose de très fréquent qui est sollicité tous les jours en psychiatrie, c'est le mode d'hospitalisation. Chacun dans son entourage a connu quelqu'un qui a été hospitalisé en milieu spécialisé, donc psychiatrique, des amis proches, des personnes de notre entourage familier, de la famille ou des amis ont été à un moment donné pris en charge en milieu spécialisé. Comment on peut être hospitalisé en psychiatrie en 2020? D'abord, je voudrais vous expliquer qu'en psychiatrie, on n'enlève pas la liberté aux personnes. C'est très important et je vais vous expliquer et je vais vous démontrer comment on ne peut pas être liberticide en 2020. Nous sommes le pays des droits de l'homme, nous sommes un pays qui protège les libertés de chacun, les libertés de va-et-vient. Et on entend parler d'hospitalisation contrainte en psychiatrie, des soins sans consentement et pourquoi ces soins et comment on le fait. Une règle générale. En psychiatrie, on hospitalise toujours et souvent à 87% en hospitalisation libre. Les gens viennent à l'hôpital psychiatrique librement de leur propre gré. C'est la règle. 87% des patients hospitalisés en psychiatrie sont des patients qui ont demandé leur hospitalisation en psychiatrie. Donc, la règle reste le libre consentement et aller librement en soins psychiatriques. Il y a des situations où les patients ne peuvent pas donner leur consentement. On est avec des malades, des patients qui ont une maladie mentale et le trouble mental peut à un moment donné, la maladie mentale, quand elle est vraiment avérée et quand elle est vraiment présente, peut altérer l'autodétermination du sujet.
c'est-à-dire je ne suis plus capable de créer ma propre loi, avoir une autonomie psychique pour pouvoir donner mon accord pour une hospitalisation libre avec des soins consentis en milieu spécialisé. 2 cas. Le premier, quand il y a une dangerosité envers soi-même, l'auto-agressivité. Souvent, il s'agit de patients qui sont hautement suicidaires, qui n'ont plus envie de vivre. Souvent, on retrouve les troubles de l'humeur, donc des patients déprimés, fortement déprimés, ou des patients qui mettent en danger leur intégrité. Et là, on a un groupe de soins non consentis qui s'appelle les soins non consentis à la demande d'un tiers. Et donc, il y a un deuxième groupe, c'est quand on est dangereux vers d'autres personnes, vers d'autrui. On met la société, l'entourage social, notamment l'entourage immédiat ou l'entourage dans la proximité, en danger. Ce sont les patients dangereux. Oui, la maladie mentale peut donner des fois des dangerosités psychiatriques. C'est très rare. Au contraire, ce qu'on croit qu'on est très dangereux quand on est atteint de maladie mentale, c'est rare, mais ça existe. Et là, le législateur a prévu ce qu'on appelle des soins non consentis à la demande du représentant de l'État. Donc, ne cherchez pas loin. 3 axes, comme disait Caroline Ingré. Le premier, l'hospitalisation libre, la majorité. Le deuxième, les soins à la demande d'un tiers. Et donc, c'est quand un tiers signe l'hospitalisation et cliniquement, on est dangereux envers soi-même, auto-agressivité. Et le troisième, donc le degré le plus élevé des soins non consentis en psychiatrie, ce sont les soins à la demande de représentants de l'État. Qui est ce représentant de l'État? C'est le préfet ou son représentant. Et dans les 24 premières heures, ça peut être le maire d'un village quand le préfet n'est pas sollicitable. Donc, ce sont des représentants de l'État qui sont les garants de la sûreté publique, de la sécurité publique, qui hospitalisent des patients dangereux envers autrui. Qu'est-ce qu'on fait avec ces hospitalisations non consenties? On oublie les hospitalisations libres. Je vous disais tout à l'heure, je vais vous démontrer qu'en France et en 2020, on ne retient pas la liberté des personnes comme ça gratuitement. Il y a une loi qui s'appelle la loi du 5 juillet 2011. C'est une loi qui est arrivée après, qui a succédé une première loi, celle de juin 2019, en fait, de 2011, pardon. Et donc, cette loi de juillet 2011 a revu les soins non consentis. Elle a revu en disant qu'il faut absolument qu'il y ait un contrôle sur les psychiatres. Et il y a une mesure phare qui est arrivée, qui nous a harmonisé avec l'Europe, parce qu'on n'est pas les seuls, on est dans un pays qui appartient à une communauté européenne, et dans toute l'Europe, on a harmonisé une mesure phare. Cette mesure phare, c'est l'intervention de juges sur le soin. Ce juge, il s'appelle le juge des libertés et de la détention. C'est lui qui est sollicité pour contrôler, exercer un contrôle sur la privation de liberté. Ce JLD, juge des libertés et de la détention, est sollicité à plusieurs reprises dans le soin non consenti. On ne fait pas n'importe quoi. Dès les premières 24 heures, on a un contrôle avec un certificat médical. Il faut un psychiatre qui voit et qui examine le patient et qui envoie un document de contrôle pour qu'il soit contrôlé. Par la suite, dès les 72 heures, on ne laisse pas traîner les gens comme ça, on ne les enferme pas comme ça. Aux 72 heures, il doit y avoir aussi un deuxième psychiatre qui examine le sujet et qui dit que les soins non consentis sont nécessaires. Et ainsi de suite, jusqu'à la sollicitation du JLD, au 8e jour, un certificat est fait. Et avant le 12e jour d'hospitalisation, tenez-vous bien, 12e jour, on ne peut pas marner quelqu'un plus de 12 jours, il doit être audiencé, il est reçu physiquement par le juge des libertés et de la détention. Le juge n'est pas psychiatre. Alors donc les psychiatres s'affairent à faire des certificats clairs, circonstanciés, expliquant qu'est-ce qui se passe cliniquement chez ce patient qui est soigné sans son consentement. Donc ça, c'est l'hospitalisation complète. Une fois le patient est en hospitalisation complète non consentie,
je vais vous compliquer la tâche. On peut s'améliorer petit à petit et on doit sortir de l'hôpital. Mais les soins restent obligatoires parce qu'on sait, des fois, chez certains patients, s'ils arrêtent leur traitement, s'ils arrêtent le suivi psychiatrique de secteur, ils rechutent et à nouveau, ils sont dangereux. Et là, le législateur a prévu ce qu'on appelle le programme de soins ambulatoires obligatoires. C'est une obligation de soins qui se poursuit même si le patient est sorti de l'hôpital et il est rentré chez lui. Donc, vous voyez, on ne fait pas n'importe quoi en psychiatrie. On doit suivre des références, une procédure, et cette procédure comprend des examens par des psychiatres différents, des traits qu'on doit retrouver et cliniquement que le patient nécessite cette hospitalisation. La première étape, la première échelon, c'est quand on est agressif contre soi-même, donc les soins à la demande d'un tiers, et un petit peu plus grave contre les autres, les patients dangereux, les soins à la demande du préfet. Et donc le contrôle est exigé à chaque étape. Merci Nidal. Je t'ai laissé dépasser un petit peu, mais je pense qu'il fallait terminer le raisonnement. C'est pour Merci. ça. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc, Lee-Antoine qui nous demande, par rapport aux personnes qui viennent en hospitalisation libre et où des soins sous contrainte sont mis en place, et il précise que la personne ne se met pas en danger, ne présente pas de danger pour les autres. Il y a toujours des critères qui sont nécessaires. La non-introspection de la maladie, la non-acceptation de soins, c'est-à-dire que le patient ne se reconnaît pas malade alors qu'il l'est vraiment et cliniquement. Et je peux vous assurer, l'occupation en service de psychiatrie est de 120%. C'est-à-dire qu'on sort le malade le matin, on reçoit d'autres l'après-midi. C'est pour ça qu'on arrive à avoir plus de 120%. Et donc, on cherche à avoir des sorties. On ne retient pas la liberté des patients. Sauf qu'il y a des situations compliquées. Certes, il y a des fois des hospitalisations, peut-être ça pourrait être considéré comme abusif, mais quand on est contrôlé par le médecin qui hospitalise, un autre le 24 heures, un autre le 72 heures, un autre pour le certificat du juge, un juge, et donc, et même si le juge maintient l'hospitalisation, on va à la cour d'appel, et même si on va à la cour d'appel, on peut aller en cassation. Je peux vous assurer qu'on a vraiment rarement des internements abusifs. Ok, alors il y a plein de questions. Je savais que c'était un sujet qui était touchy, mais je voulais quand même que tu le traites parce que je sais que tu sais être clair dans le domaine. Alors il y a une question juste que je vais prendre et puis après on va s'arrêter là. Je suis désolé, hein, je sais que de toute façon c'est un sujet qui mériterait beaucoup beaucoup de temps, donc on va pas l'avoir. Quelle est la finalité d'une hospitalisation en psychiatrie, nous demande Anne Baudonneau. Voilà, ce sera la dernière question. Alors, la finalité en soins en psychiatrie non consentie ou en hospitalisation libre, et c'est la même, c'est l'amélioration clinique du sujet. Aucun médecin, aucun psychiatre ne veut pas l'intérêt de son patient. On a appris à la faculté de médecine, on a appris notre métier, c'est un métier d'empathie. On a juré sur un serment pour aider les autres. On ne veut pas le mal de l'autre. En fait, le but unique, le seul goal, le seul objectif, c'est l'amélioration clinique du sujet. Sauf qu'en psychiatrie, il y a des maladies qui sont chroniques, qui ont une pénétrabilité très importante et des fois, on ne peut pas aider. Exactement comme un cancer. Si vous avez un cancer à forte pénibilité, vous pouvez soigner une chimiothérapie, ça se passe bien, jamais récidive. Et vous avez des cancers qui sont fulminants, qui sont très agressifs et qui emportent le sujet. Donc, c'est pareil, la psychiatrie, c'est une spécialité médicale et on peut parfaitement aussi tenter d'aider. La finalité est d'aider et de rendre en rémission nos patients. Et des fois, on y arrive et d'autres fois, on n'y arrive pas parce que la maladie est très forte. Bon, merci beaucoup Nidal. On Beaucoup de arrive. questions, mais c'est normal. C'est un sujet de société complexe. Donc, je trouve que tu as clarifié en tout cas ta position et ça, c'est vraiment ce que je demande, c'est des gens qui ont un avis et qui se positionnent et
de manière passionnée et ça, je sais que c'est toujours ce que tu fais. Merci, Donc merci à toi Nidal et bon on courage. va merci. Donc comme tu sais, hein, tu peux partir quand tu veux. Merci. On va changer tout de suite de sujet pour basculer sur quelque chose d'un peu plus mystique ou pas. Docteur Julien Derdour-Campos qui a choisi de nous parler de Robert Johnson, le bluesman qui a pactisé avec le diable? Point d'interrogation. Alors, est-ce qu'il faut que j'active le micro ou est-ce que le micro est activé? Il faut que j'active le micro. C'est parti. Bonjour Jean-Marie, bonjour tout le monde. Alors je suis ravi de pouvoir participer une nouvelle fois à cette session. Alors là, effectivement, je suis médecin psychiatre, passionné par les psychotraumas, dont la première intervention est très claire et passionnante. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un autre sujet, moi, qui me passionne et me passionne depuis longtemps, c'est-à-dire la musique, et en particulier le blues. Alors pour pouvoir parler blues et notamment de Robert Johnson, hein, qui est l'un des pionniers du blues, je vous propose de se diriger vers l'État du Mississippi, notamment à Clarksdale, une ville du delta du Mississippi où tout a commencé, en tout cas pour Robert Johnson. Au début du XXe siècle aux États-Unis, alors une période assez particulière parce que c'est un pays qui est marqué par la ségrégation raciale et la prohibition. Hein, ça fait plus de 50 ans à peu près que l'esclavage est aboli, mais les tensions raciales restent encore très fortes lors de cette période. Et pendant cette période aux États-Unis apparaît un nouveau genre musical, c'est-à-dire le blues qui est un dérivé des negro spirituals ou ce qu'on appelle des walk songs. Hein, ce sont les chants que les Afro-Américains ou les esclaves chantaient dans les champs de coton ou autres. Et c'est un style assez populaire qui se pratique d'abord à la voix, puis accompagné par des instruments très rudimentaires. Et c'est un style musical qui est beaucoup joué dans le début du XXe siècle dans les cabarets ou des bars miteux qu'on appelle les juke joints. Alors, qui est Robert Johnson? Robert Johnson, c'est un bluesman qui est né en 1911 et encore là, ça fait partie du mythe, on ne connaît pas réellement la date de sa naissance, qui est né dans l'État du Mississippi dans une plantation de coton. Et sa vie est digne d'un des plus beaux romans de Balzac, à une dramaturgie complètement imparable. Et tous les ingrédients sont réunis pour forger la légende de Robert Johnson. Il commence sa vie de manière complètement chaotique, abandonné par sa mère, puis son père. Sa vie est faite d'errance et de pauvreté. Et il a tout de même une passion qui est assez présente chez lui, c'est la musique. Et il va faire la rencontre vers l'âge de 17-18 ans d'un des pionniers, d'un des pères du Delta Blues, qui est Charlie Payton et de Willie Brown. Et ces deux personnes vont lui apprendre à jouer le blues. Mais très vite, on se rend compte que Robert Johnson est un musicien totalement médiocre. Il fait très vite la risée des spectateurs et de ses pairs lors de ses concerts. Alors, face à cette moquerie, Robert Johnson s'absente plusieurs mois. Il va revenir dans sa ville natale, à Hazelhurst, dans l'État du Mississippi, et il va faire la rencontre d'un autre bluesman qui, pendant 2 ans, va lui apprendre le blues. Et à la suite de ces 2 ans, il va retourner revoir Charlie Payton et Willie Brown et va commencer à leur jouer du blues. Et là, ces deux personnes se rendent compte qu'il est totalement virtuose et qu'il y a eu une progression assez spectaculaire en seulement 2 ans. Et les musiciens qui s'étaient finalement moqués de lui par le passé voulurent savoir absolument comment il avait fait pour acquérir un tel talent. Alors, il ne voulait pas expliquer qu'il s'était acharné pendant 2 ans sur sa guitare et a commencé à construire une légende autour de lui, et il leur aurait répondu qu'il s'était rendu à un carrefour, le carrefour de Clarksdale. C'est un carrefour assez mythique maintenant, qui est à la croisée de la route 61 et de la route 49. Et juste avant minuit, il aurait pactisé avec le diable. Et c'est à partir de ce moment-là que le mythe est né. Et alors, un mythe qui, nous, aujourd'hui, peut être assez désuet et assez risible. Mais ce mythe, il faut savoir qu'à l'époque, il y a une folklore du vaudou qui est très vivace et qui aurait pu participer à répandre sa légende. Et ce mythe du diable, Robert Johnson l'a cultivé à travers ses chansons, notamment avec une chanson formidable et mythique qui s'appelle Crossroads, qui veut dire carrefour, où il rencontre le diable. Il y a d'autres chansons comme ça autour du diable et des enfers.
Il faut savoir que pour l'époque, ce qui contribue à cet aspect légendaire, il écrivait lui-même ses chansons, hein, ce qui pour l'époque était un fait assez rare, parce qu'au début du siècle, les chansons de blues enregistrées étaient souvent des reprises de Negro Spiritual ou des chants de travail, comme je le disais au début. Et ce mythe, voilà, va commencer à se développer et de là en faire que le diable dans le blues est un personnage assez récurrent, notamment maintenant hein, dans les chansons de bluesman où on parle beaucoup du diable qui a une réelle signification pour décrire la difficulté de la vie quotidienne. Autre chose qui contribue au mythe de Robert Johnson, c'est que Robert Johnson n'a écrit que 29 chansons, ce qui est énorme hein, en l'espace d'un an ou deux. Et la légende veut qu'il aurait écrit une 30e chanson, mais que le diable l'aurait gardée pour lui. Actuellement, il y a des fans de blues qui sont à la recherche de cette 30e chanson, apparemment qui est introuvable et qui fait partie de la légende. Autre chose qui contribue à la légende, c'est aussi les 3 photos uniques prises de son vivant, ainsi que les 3 tombes réparties dans l'État du Mississippi. Faut savoir que Robert Johnson est mort plutôt à l'âge de 27 ans, et pour la petite histoire, il est le tout premier membre fondateur du fameux Club des 27, réunissant les artistes morts à 27 ans, comme entre autres Amy Winehouse. Donc voilà, c'est plusieurs choses cumulées qui ont fait que pendant la première partie du XXe siècle, Robert Johnson était d'une une légende, de deux un virtuose, mais c'était également celui qui avait pactisé avec le diable. Et cette légende a été oubliée jusqu'à remis un petit peu au goût du jour grâce à la maison de disques Columbia Records en 1961 qui a édité la première compilation consacrée à son œuvre et une compilation qui a marqué le rock des années 60, 70 et de nombreux musiciens comme Eric Clapton hein, qui a repris la chanson Crossroads avec son groupe Cream. Clapton qui a également dédié un album entier à Robert Johnson qui s'appelle Me and Robert Johnson. Il y a également les Rolling Stones hein, qui ont été très influencés par le blues et notamment Robert Johnson. Ils ont repris le titre Love in Vain. Et pour la petite histoire, il faut savoir que les Rolling Stones, le nom Rolling Stones vient d'une chanson d'un autre bluesman qui s'appelle Muddy Waters. Il y a également d'autres artistes hein, comme les Blues Brothers et autres. Donc, voilà, pour essayer de découvrir ou de connaître le blues en général ou Robert Johnson, je peux vous proposer il y a une série Netflix formidable qui s'appelle Devil at the Crossroads, hein, le diable au carrefour. C'est un documentaire extrêmement bien fait, avec même quelques témoignages de bluesman de son époque. Il y a le film O Brothers, il y a le film Crossroads. Pour aller plus loin dans le blues, il y a un film extraordinaire avec Samuel L. Jackson qui s'appelle Black Snake Moan. Et il y a un réalisateur qui est Martin Scorsese qui a beaucoup contribué à faire renaître le blues. Il est sorti un film formidable qui s'appelle Du Mali au Mississippi. Et pour ceux qui veulent s'intéresser au blues par l'intermédiaire de la lecture, il y a le livre du français Gérard Herzhaft qui a publié l'encyclopédie du blues qui est extrêmement bien fait, bien complet, et un autre auteur sur le blues et les musiciens du diable, c'est Stéphane Coquelin. Donc voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu en 7 minutes cette légende du blues qui a marqué quand même d'une patte formidable l'histoire de la musique, l'histoire du jazz aussi hein, qui en a découlé, et l'histoire du rock dans les années 60-70. Bon, super, merci, bravo. En plus, respect du timing. Alors, un storytelling formidable, nous dit Natacha. Donc, les compliments, c'est toujours sympa, confirmé par Lee-Antoine. Du coup, manque photo de Monsieur Delamarre. Du coup, j'ai mis une petite photo de Johnson. Ça fait du bien un peu de légèreté. Bon, beaucoup de positifs, pas encore de questions. Moi, j'aurais une question. Oui, bah, je te laisse. Je vois une question dans la salle. J'ai activé ton micro, Laure. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, super, c'était génial, je n'y connais rigoureusement rien, mais j'ai adoré. Est-ce qu'on dit donc que le jazz, comme vous l'avez dit, descend du blues? Quelles sont les différences entre les deux et comment en descend-il, si vous pouvez le dire?
Alors, il y a une phrase qui est formidable de B.B. King, qui est mort il y a quelques années, notre cher regretté B.B. King, qui disait « The blues is the roots, the rest of the fruits », c'est-à-dire le blues est l'arbre et ce qui en découle est le reste. Alors, ça diffère principalement au niveau du rythme, et puis ça a évolué finalement. Le jazz et le blues sont très collés à la société, donc voilà, ça a évolué finalement avec les mentalités et la manière dont on voulait écouter la musique de différentes époques. Mais pour être C'était plus joyeux, en fait, le jazz est plus joyeux que le blues, on parle de blues maintenant pour dire oui. un mal-être, quelque chose comme ça. Et effectivement, je vois une petite remarque, le blues est une sorte de musique de la résilience, et c'est exactement ça, où les chanteurs finalement, ou les bluesmen déversaient leur peine et leurs difficultés à travers la musique, et qui était une forme de résilience. Ouais. Merci. Du coup, j'aimerais bien que tu nous mettes 2-3 titres de chansons qui, pour toi, sont tes préférés, pour qu'on puisse découvrir en pratique ces chansons. Je vous mets quelques chansons et également les références dont je vous ai fait part. Ouais, ça marche, super. Tout est bon pour toi. Donc, on va passer à notre... oh là là, j'ai perdu mon plan, moi. Notre dernière intervenante avant la pause, Anne Beaudenot. Comment était-ce de vivre en Australie en 1990? Voilà une... Oh là! Est-ce que oui, est-ce que vous m'entendez? c'est bon, on t'entend. Et vous me voyez? Ouais, c'est parti. Okay. C'est parti pour toi. Alors, je ne sais pas si je vais tenir le temps imparti. J'ai peur d'être un peu à court, mais vous pourrez toujours compléter par des questions. Voilà, on pourra dialoguer. Donc, en fait, ce soir, j'ai décidé d'intervenir sur comment était-ce de vivre en Australie en 1990. Alors, si j'ai choisi ce sujet, c'est bien évidemment parce que j'ai vécu en Australie en 1990. Voilà. Et parce qu'aussi, il y a certains constats que j'ai fait alors qui me semblent relativement intemporels. Et c'est aussi l'occasion de nous faire découvrir un pays qui m'est très cher. Et enfin, parce que c'est une expérience d'expatriation qui a beaucoup d'impact sur ma vie encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'évoquer cet aspect. Voilà. Alors, l'Australie en 1990, c'était quoi? C'était un pays de 17 millions d'habitants, sachant qu'il en compte 30 ans plus tard aujourd'hui 25 millions, sur une surface qui est de 14 fois la France. Alors en fait, pourquoi il y a un tel développement de la population? Tout simplement parce qu'il y a une énorme immigration en Australie. Alors qui dit afflux de migrants massifs dit évidemment difficultés diverses et variées, là-bas comme partout et n'importe quand. Alors la première difficulté que j'ai pu constater, évidemment, c'était le sort réservé à la population aborigène, qui est évidemment un problème ancien. Pour revenir un peu sur l'histoire de l'Australie, il y a eu des personnes qui sont allées un peu à la découverte du continent assez tôt, mais on date un peu le début de l'Australie blanche de 1770 et l'arrivée de James Cook, qui était un navigateur britannique, un explorateur, donc en 1770, du côté de Sydney, qui va devenir Botany Bay et qui explore la côte est du continent. Et donc ensuite, en 1788, il y aura l'établissement de la première colonie britannique là-bas, et aussi ce qui marquera le début des ennuis pour les aborigènes. Parce qu'en fait, tout simplement, ils vont être tués au fusil comme n'importe quel animal. Voilà. D'ailleurs, en 1990, je regardais les pièces de monnaie australiennes quand j'étais là-bas, et alors je découvrais des tas d'espèces autochtones comme le kangourou, le koala qui était sur une face des pièces, le wombat et aussi l'aborigène, ce qui m'avait quand même un petit peu saisi. Et il y a une dizaine d'années, je suis retournée en Australie et j'ai vérifié les pièces et voilà, ça n'avait pas changé du tout. J'ai un autre exemple de la stigmatisation des aborigènes. En fait, j'habitais à Perth, qui est sur la côte ouest australienne. En fait, dans les grandes métropoles australiennes, il n'y a pas vraiment beaucoup de population aborigène. Ils sont plutôt dans des zones un peu des réserves ou dans des zones plus sauvages.
Et donc, en fait, j'étais dans le bus ce jour-là et en fait, il y avait des petits aborigènes de 8-10 ans qui étaient très amusants, qui étaient en train de jouer entre eux et qui étaient très attendrissants. Donc, je souriais. Et là, il y a une jeune femme qui me dit, mais vous venez d'où? Je lui dis, mais j'ai rien dit, comment vous savez que je ne suis pas d'ici? Elle me dit, mais c'est la façon dont vous les regardez. Donc, je me suis dit, waouh, quand même. Alors ensuite, je voudrais oui, aussi citer un autre cas où j'étais assez choquée et assez édifiée du sort qui leur était réservé. C'est des petites anecdotes personnelles, mais je trouve qu'elles témoignent de quelque chose de plus vaste. Un jour, j'étais chez des personnes qui étaient d'origine yougoslave. Bon, c'est pas parce qu'elles étaient d'origine yougoslave, ça aurait pu être à peu près n'importe qui qui était arrivé là en Australie depuis peut-être une vingtaine d'années. Et elles disaient des choses très racistes sur les aborigènes. Et elles ont fini par dire, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans notre pays? Donc là, je me suis dit, il y a quand même un problème parce que, en fait, c'était toute une perception d'une partie de l'Australie blanche qu'en fait, ils n'étaient pas légitimes, mais ils étaient tellement pas légitimes qu'ils n'étaient même pas les premiers habitants de cette terre. Alors, il faut savoir que les aborigènes n'ont pas de résistance génétique à l'alcool, une chose que je ne peux pas vous expliquer parce que je ne suis pas du tout de ces métiers-là. Et ils ne supportent pas non plus d'être enfermés dans des lieux clos. Ça, je pense que c'est vraiment culturel pour eux de ne pas supporter ça. Donc, évidemment, le choc avec les colons a été complètement dévastateur pour eux. Et en fait, bien souvent, ils se sont retrouvés dans une grande précarité, dans des consommations d'alcool totalement débridées, complètement perdus dans une société qui ne leur ressemble pas du tout, etc. Et pourtant, loin d'être une communauté homogène, c'est une population très intéressante d'une grande diversité. Il y a beaucoup de langues, beaucoup de tribus et beaucoup de langues. Et alors, à contrario, en 1990, j'ai fait la connaissance d'une linguiste qui allait vivre dans les zones de réserve pour retranscrire par écrit certaines de leurs langues. C'est-à-dire faire en sorte que la transmission de ces langues et la préservation de ces langues soient assurées. Voilà. Et donc, je voulais dire aussi que la culture aborigène, c'est aussi le dream time, le temps du rêve. Ce sont des histoires et des mythes dont la transmission se fait par oral et qui sont assez magiques parce qu'il faut penser que sur ce territoire grand comme 14 fois la France, où ces personnes font parfois des migrations de plusieurs milliers de kilomètres à l'origine puisqu'ils sont nomades, ils arrivaient par la transmission orale à transmettre des histoires qui agissaient comme des cartes et qui leur permettaient de se repérer et de s'orienter sur des terres sur lesquelles nous, on ne voit aucune différence, où c'est vraiment un peu désertique. Donc, c'est quand même assez magique et je voulais souligner ça. Alors, l'Australie en 1990, pour ne pas être négatif, c'était aussi, et c'est toujours d'ailleurs, une mosaïque de personnes de différentes cultures. Donc, il y a aussi une grande richesse potentielle parce qu'on peut rencontrer des gens de partout, parce qu'il y a l'immigration sans arrêt. Et donc, en fait, vous arrivez en Australie, vous rencontrez n'importe qui, vos voisins par exemple, ils vous demandent d'où vous venez, et puis tout de suite, ils vous invitent à un barbecue. C'est traditionnel. Donc voilà, tout le monde a pas mal de place en général, un jardin. Donc il y a un barbecue. Là, vous allez venir. Il va y avoir des gens d'un peu partout dans le monde qui vont apporter chacun un plat de chez eux, un plat local. Et puis l'autre, lui, il va fournir la bière parce que quand même, on aime bien la bière en Australie et c'est plutôt sympa. Il fait chaud. Voilà. Alors en Australie, en 1990, pour dire que c'était très divers, j'ai assisté par exemple à la cérémonie du thé japonais. J'ai tenté en vain de prononcer correctement des mots de mandarin en mandarin avec mon amie chinoise de Malaisie. C'était un bide total. Et puis aussi, j'ai dansé toute une partie de la nuit le sirtaki à Melbourne, qui était en termes de population la deuxième ville grecque après Athènes à l'époque. Voilà, il y avait la deuxième population grecque au monde, c'était à Melbourne à l'époque. Voilà, donc c'est tout ça aussi l'Australie. Et par contre, en Australie, revers de la médaille encore une fois, j'ai eu un peu honte d'être blanche parce que justement, à cause du sort réservé aux aborigènes et aussi à des personnes comme mon amie Shali, qui était donc chinoise de Malaisie. Alors, il faut savoir qu'il y avait des quotas, et je pense qu'il y a toujours des quotas en Malaisie, parce qu'effectivement, la diaspora chinoise est minoritaire. Et donc, en fait, pour aller à l'université, il y avait des quotas. Donc, c'est pour ça que sa famille avait fait le choix de résider en Australie, pour qu'elle puisse étudier, elle et ses sœurs et ses frères et sœurs. Et donc, Shali, elle faisait de son mieux pour s'intégrer à l'école, mais il y avait des petits gamins qui donnaient toujours des coups de sac en passant, les petits blancs désagréables et odieux. Et puis un jour aussi, Shali est arrivée un lundi matin et ça n'avait pas l'air d'aller très fort, de les questionner. Et en fait, il y avait des gens qui leur avaient craché dessus au restaurant, à ses parents et elle. Donc c'était aussi ça, l'Australie en 1990. Voilà, c'est des côtés un petit peu voilà, dérangeants. Enfin, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'en
C'est fini? Non, non, vas-y, fais ta bon. conclusion. Oui, en fait, ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est qu'en Australie, aussi, malgré ce côté parfois un peu raciste qu'il peut y avoir, mais n'est-ce pas vrai un peu partout malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui sont avides de contact parce qu'ils sont nouvellement arrivés dans le pays. Donc, où vous soyez, les gens vont vous adresser la parole. Alors, ça peut être à l'arrêt de bus, ça peut être un peu partout, partout. Et donc, j'ai eu quelques déconvenues à mon retour en France parce que je me suis retrouvée dans ma petite ville où j'habitais et en fait, j'avais pris le pli et j'ai fait pareil et les gens m'ont regardé un peu. Et qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça a été, à contrario, difficile de se réadapter ici parce qu'effectivement, je trouvais les gens assez froids et déplaisants. Alors, l'Australie, c'est aussi en partie donc une culture anglo-saxonne et un pays jeune. Alors, pour moi, ça a plusieurs vertus, ce fait-là. D'abord, dans la culture anglo-saxonne, j'ai l'impression, au travers de cette expérience, qu'on met davantage l'accent sur les mérites des gens, sur leurs atouts, et on les félicite plutôt que de toujours pointer leurs manquements. C'est beaucoup plus constructif et on arrive beaucoup mieux à sortir des difficultés comme ça. Et je trouve qu'on doit s'en inspirer tous collectivement en France. Et puis aussi, dans un pays jeune, je crois qu'on se sent moins inhibé parce qu'il y a moins de points de comparaison. On n'a pas une cathédrale à côté de laquelle se planter, se sentir nul ou des trucs, des réalisations ancestrales. Donc, en fait, tout reste à construire et en fait, ça donne des ailes. Et donc, j'avais là-bas, en 1990, une PG qui épluchait chaque week-end tous les journaux qu'elle trouvait. Et donc, elle traquait toutes les choses possibles et imaginables à inventer et à accomplir, sans limite, voilà. Et alors, grâce à elle, j'ai fini l'année avec 2 projets que j'ai jamais réalisés, mais qui étaient quand même le signe d'une évolution chez moi. Alors, j'avais le projet d'ouvrir une chaîne de crêperie en Australie. Et j'avais aussi celui de commercialiser de l'art aborigène par le réseau des galeries Lafayette, qui pour moi à l'époque était le must de ce qui se faisait le comble du luxe. Alors, je n'ai pas réalisé ces projets. Pardon, c'est fini? Il te reste 30 secondes, du coup. D'accord. Alors, ce que je voulais dire, c'est écoutez, je ne vais pas pouvoir tout dire, mais donc je me souviens du Centre Rouge de l'Australie, de cette terre aborigène mythique, de Sydney, de sa baie merveilleuse, de la grande barrière de corail, un peu plus haut sur la côte est, de la rencontre avec des dauphins sur la côte ouest, d'un sentiment de liberté énorme, d'une immensité, de terre souvent désolée et à la fois attachante. Et je me souviens de cette année qui a changé ma vie, qui m'a donné tant de ressources dans lesquelles puiser tout au long de mon parcours. Et je remercie mon père qui, ce soir, peut assister à la conférence. Voilà, pour ce voyage qui m'a permis de faire. Merci beaucoup. Bon, du coup, moi, j'explose mes règles. Hein, du coup, voilà, je t'ai laissé faire 10 minutes de présentation parce que je me suis dit que tu en avais besoin. Juste une question et après, on va faire la pause. Une question de Natacha. Est-ce que tu as le projet d'y retourner? Ouais, pourquoi pas. Enfin, je sais pas. C'est un peu ambivalent parce qu'à la fois, c'est un attachement compliqué. Je sais pas comment dire ça. En fait, quand je suis revenue après cette année-là, j'ai été très étonnée parce que j'ai eu beaucoup de mal à me réadapter en France. Et en fait, je me suis sentie dans une position très ambiguë où j'avais l'impression d'avoir un pied en France, un pied en Australie. Et comme c'est loin, un pied en France, un pied en Australie, pour le grand écart, c'était un peu douloureux. Donc, en fait, j'ai eu le sentiment que j'étais obligée d'appartenir à un des endroits et me couper un peu de l'autre. Enfin, c'était assez bizarre. Mais l'attachement, il est extrême. Et quand j'y suis retournée il y a 10 ans, j'ai retrouvé plein d'émotions. J'ai entendu les gens parler dans les rues et je me suis promenée avec un sourire immense. Enfin, c'était un immense bonheur de retrouver cette terre qui fait partie de moi. Merci. Ok, merci à tous d'être restés pour voir mon cher Georges Delamarre qui va nous faire sa présentation. 3 tours simples mais surprenants. Hop là. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Voilà. C'est bon. C'est à toi. Bien, alors, j'essaie d'enlever les images en bas. Voilà. Je vais vous faire 3 tours de magie extrêmement simples et surtout, vous pourrez reproduire vous-même chez vous, une fois que vous les aurez compris, si vous les comprenez, parce que tout l'art de la magie étant justement de rester dans le mystère. Alors, nous allons commencer avec les cordes. Alors, je vous présente. Alors, j'espère avoir assez de recul, j'ai déjà testé. Donc, nous avons une corde jaune, une corde verte, une cordelette plus exactement,
et une cordelette bleue. Je fais juste une petite pause. Je conseille aux gens de marquer, d'épingler épingler la vidéo. Ça permet de voir en plein écran et du coup, on verra mieux pour ceux qui sont en mode affichage galerie. Voilà. Voilà. Parce que là, je suis dans ma cuisine, je n'ai pas forcément le recul nécessaire. Alors, donc Ouais. je reprends. Nous avons une cordelette jaune, une cordelette verte et une cordelette bleue. Bon, pourquoi les couleurs? C'est pour être plus visible en vidéo. On les trouve très facilement chez Leroy Merlin et ça ne doit coûter même pas 1 euro. Alors, ces cordelettes sont nouées. Celle-ci et celle-ci sont nouées. Il n'y a pas de truc. Je vous rassure, vous pouvez me croire sur parole. Je fais donc un nœud avec la cordelette bleue. Voilà. Comme ceci, voilà. Et maintenant, c'est là que ça se passe. Je mets cette cordelette ici, je mets la cordelette jaune ici, je mets la cordelette bleue, verte ici, et maintenant, nous allons tirer sur les cordes, et voilà. Les 3 cordes se retrouvent nouées. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, je vous refais le même tour, exactement avec des anneaux. Alors, nous reprenons la cordelette bleue. J'ai donc des anneaux qui ne sont pas fendus ni versés. Je reprends ma cordelette bleue à laquelle je fais de nouveau un petit nœud. Voilà. Alors, voilà. Je mets mes anneaux autour de ma main. Et à ce moment-là, je retire sur mes anneaux. C'est pas obligé. Dans le bon sens, voilà, parce qu'il y a quand même une logique. Voilà. Donc, vous avez compris qu'on est chez les amateurs et pas chez les professionnels. Et voilà. Et maintenant, les anneaux sont autour de la cordelette. Voilà. Ça coûte rien du tout. Et c'est disponible dans toutes les grandes surfaces. Des questions? Non. Nous continuons sur la suite. Alors, la suite, c'est toujours avec les cordes. Alors, les cordes, j'ai une corde petite, une corde moyenne et une grande corde. Alors, je vais me reculer un petit peu plus, ça sera peut-être un peu plus facile pour vous. Donc, je prends ma petite corde, je prends ma corde moyenne et je prends ma grande corde que je place dans ma main. Alors, voilà, comme ceci, comme cela et comme ceci. Et maintenant, donc, comme dans tout bon tour de magie, il faut souffler. Alors, on va demander aux spectateurs de souffler en même temps. Vous soufflez. Hop. Et maintenant, j'ai 3 cordes de longueur identique. Alors là, vous vous dites, comment se fait-il qu'on a effectivement 3 cordes de longueur identique? Donc, je les remets à leur place. Parce que nous sommes toujours dans le monde de la magie. On souffle encore une deuxième fois. N'oubliez pas. Et on retrouve nos cordes avec une petite corde, une moyenne corde et une grande corde. Voilà. Alors ça, c'est un tour extrêmement facile à réaliser. Et je vous laisse réfléchir pour la suite. Et enfin, le troisième. Alors celui-ci nécessite de la musique. Je vais lire à travers vos pensées. Alors là, c'est encore mieux. Vous n'allez pas endormir de la nuit une fois que vous aurez vu comment ça fonctionne. Alors, vous avez la musique d'ambiance, vous remarquerez, qui tout de suite va vous mettre à réfléchir. Alors, je vais vous montrer une carte, plusieurs cartes, et vous choisirez une carte parmi les 6 cartes que je vous présenterai. Vous ne devez pas choisir votre carte à voix haute, vous devez y penser et vous laisser envahir par la carte. Et vous choisissez seulement une carte. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Je vous montre les cartes. Vous choisissez une carte. Vous avez bien choisi une carte. Alors, concentrez-vous sur la carte que vous avez choisie. Laissez votre pensée se tourner autour de la carte.
Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais quelqu'un que vous avez choisi. Regardez. Voilà. Est-ce que ça a marché? À vous de me dire si j'ai bien deviné la carte que vous avez retirée. Et voilà, c'est terminé. C'est un peu rapide. Ben ouais, ben c'était super. J'espère que ça vous Euh, a plu. Merci. En plus, ça me replonge dans toute mon enfance puisque mon père fait des tours de magie. En plus. Et le deuxième tour avec les cordes, je le faisais Ah aux oui. alentours enfin, dans ma jeunesse, donc ça m'a fait un peu de nostalgie. Une question. Alors, Vas-y. Cher Georges, je t'embrasse. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. je Dis-moi, sais. es-tu aussi bon généraliste que tu es bon magicien? Je le voudrais. Donc, je pense que d'un côté comme de l'autre, j'ai des limites. C'était génial, vraiment génial. J'ai adoré. On croirait Yves Hirschfield qui fait des faux tours aussi sur Internet. C'est trop drôle. J'ai deviné la carte que tu avais choisie. Hein. Mais forcément, on ne peut pas faire autrement. Et ça a marché chez tout le monde. Allez, merci beaucoup, Georges. Du coup, je pense pas qu'il va y avoir de questions parce que si les gens demandent le truc, Ah non. ah non, ça c'est non. Georges, je t'invite pour le mariage de mes enfants, hein, pour faire des animations. Et du coup, je propose que l'on passe si ça te va, Georges, à l'intervenant Oui, tout à fait. suivant. Je te remercie vraiment de ta participation et d'avoir amené ton univers dans cette soirée. Alors, du coup, nous avons à présent Sabrina Palumbo-Gassner. J'espère que je prononce bien, Sabrina. Apprendre à s'écouter et prévenir l'épuisement. Je crois que ton micro est activé, donc c'est à toi. Oui, je viens de l'activer. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, ça marche. Bonsoir à tous. Merci Jean-Marie pour l'invitation. Alors moi, je risque de faire court. Enfin, je sais pas, je me suis pas. J'ai pris quelques notes aussi. Je vais faire ma Tout à l'heure, mauvaise. pour l'Austranie, ça devait être court. Oui. Ça a duré 10 minutes, donc sois rassuré. C'est vrai. On verra. Mais donc j'ai pris quelques notes. Je vais faire ma mauvaise élève ce soir parce que je suis peut-être pas. C'est pas le sujet avec lequel je suis le plus à l'aise. Je vais vous parler de. Le titre, c'est Apprendre à s'écouter et prévenir l'épuisement. Qu'on appelle aussi burn-out. Pourquoi je veux vous parler du burn-out? Je vais déjà commencer par me présenter. Je suis coach père-aidante en santé mentale. Je crois que Sophie vous a fait une petite présentation sur la père-aidance il n'y a pas longtemps. Donc, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est. J'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi auteure, marraine d'associations dans le domaine des troubles alimentaires, une maladie dont j'ai moi-même souffert. L'épuisement ou burn-out, c'est un sujet que je connais pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, sous différentes formes. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler ce soir, parce que c'est aussi lié au contexte. Dans le cadre du Covid, on s'est aperçu, voilà, c'était aussi par rapport au contexte, une réponse à des phénomènes qui augmentent pendant ce confinement. Le burn-out, il y a beaucoup de représentations négatives, de crainte de la stigmatisation par les personnes qui en souffrent, d'où le fait que les personnes qui en sont victimes ont du mal à demander de l'aide. Donc, moi, je crois beaucoup en la force du témoignage et en l'importance de sensibiliser pour dédiaboliser un petit peu le sujet, en parler d'une manière qui peut être aussi un petit peu avec humour. Moi, aujourd'hui, le burn-out, je lui dis merci. Je pense que c'est important de changer de regard. Effectivement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de représentations dessus. Et d'informer, de sensibiliser peut permettre de normaliser un peu les émotions qui sont associées, notamment la honte, la culpabilité quand on est victime du phénomène. En ce moment, en plus, je travaille sur une solution dont je voudrais vous dire aussi un petit mot, parce que je crois que quand on parle des
problème, bah, c'est bien d'apporter des solutions et de parler aussi de ce qui peut être aidant. Donc, au cours de la présentation, je vais vous dire 2 petits mots sur Koala, une application web. Alors, le burn-out, je vais commencer par le burn-out professionnel avec quelques chiffres. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais on estime à 490 000 personnes, enfin le nombre de cas estimés par an. C'est 7 salariés sur 10 qui déclarent avoir un travail fatigant ou nerveusement fatigant, en tout cas. Et ces chiffres-là sont en progression. Il y a aussi près de 60% des professionnels de santé qui sont concernés. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, bah, c'est en fait, on mobilise difficilement les ressources internes. Quant aux solutions externes, elles sont pas top ou pas toujours fiables. Quels sont les signes du burn-out? Alors, les signes sont visibles ou pas. J'insisterai plutôt sur le ou pas. Et c'est ça qui rend difficile le fait de sonner l'alarme. On parlera par exemple d'irritabilité, de sentiment de ne pas être entendu, d'insomnie, d'angoisse à l'idée de retourner ou d'aller travailler, de perte de poids, de fatigue générale. Donc, autant de signes qui, quand on évoque cela, on ne pense pas toujours je suis dans cette spirale, on ne sait pas forcément vers quoi on va et notamment qu'on va dans le mur. Les symptômes, eux, sont tout d'abord physiques, par exemple les tensions musculaires, les nausées, intellectuelles, les difficultés de concentration, les oublis, émotionnels, j'ai parlé d'irritabilité, l'anxiété, perceptuels ou motivationnels, il y a une perte de sens, les comportementaux ou relationnels, comme une baisse de la libido par exemple, et existentiels, c'est le sentiment d'inutilité. Connaître ces signes avant-coureurs, ça aide à moins les minimiser, à moins les minimiser. Et donc, ça va être important de sensibiliser l'entourage et les professionnels. Les causes du burn-out, c'est un petit peu complexe. En fait, c'est une histoire souvent de contexte, de ressources et beaucoup d'autres choses. Quant aux facteurs de risque, il y a souvent un élément déclencheur. Une rupture, un sentiment, un événement qui va venir déclencher. Et dans les facteurs de risque, on parle aussi de l'isolement. Il y a plusieurs phases du burn-out, mais je ne vais pas vous faire un cours non plus là-dessus. Je ne suis pas experte du sujet, je suis plus à l'aise avec les TCA. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas une fragilité individuelle, c'est plutôt le résultat d'une accumulation de charges émotionnelles et mentales à gérer, et puis il y a une petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Pour ma part, pour revenir un peu sur mon expérience, je dirais que je suis une bonne candidate en fait, au burn-out avec une dose de rigidité, une dose de perfectionnisme aussi. C'est des bons ingrédients qu'on retrouve chez les personnes un peu sujettes au burn-out. Le premier, je me suis retrouvée hospitalisée en clinique et il était clairement en lien avec une relation toxique. Donc ça fait partie peut-être du facteur aggravant en tout cas. J'ai eu un épuisement en 2018 à la naissance aussi de mon premier enfant qui est né préma. Et donc là, ça a été une accumulation de fatigue due à 3 semaines d'hospitalisation fatigante, suivie d'une reprise du travail prématurée dans un environnement, un contexte de travail très, très stressant et pour le coup des méthodes managériales discutables, en tout cas pas aidantes. Et donc ça a été l'accumulation des deux. Donc je vais vous parler ensuite du burn-out parental, mais pour moi voilà, c'était quelque chose d'un peu hybride et souvent c'est des choses qui peuvent être très liées. On ne sort pas d'un burn-out en se changeant les idées. Qu'est-ce qui va être aidant? Une attitude cadrante, dites stop à la place de la personne. Voilà, pour la personne qui est en burn-out, c'est important finalement de lui donner des limites et de lui imposer de s'arrêter parce qu'en fait, le burn-out, il n'y a pas 36 façons de s'en sortir, c'est du repos. Et puis la personne en burn-out, elle a besoin d'un accompagnement sur les émotions qu'elle ressent, qui sont notamment l'angoisse, la honte, la culpabilité, et un accompagnement sur les réponses apportées au contexte, donc apprendre à poser ses limites, à déléguer, à faire des choix.
Je vais passer un petit Tu peu. vois, là, tu es à 7 minutes, donc je savais que… Je vais accélérer, allez, en sprint. Le burn-out parental, un petit mot sur le burn-out parental. Les personnes qui en souffrent parlent d'un sentiment de ne plus arriver à faire face, plus arriver à être maître de leur propre vie à cause des enfants, de plus pouvoir. En fait, ils sont fatigués de donner et le sentiment d'épuisement peut en arriver à avoir envie de mourir. Donc la parentalité, c'est un défi. On veut tous être un bon parent, mais c'est un idéal qui est assez impossible à atteindre en toutes circonstances. Et on va dire que le burn-out guette le parent qui a le désir d'être parfait et qui a peur de ne pas y arriver. Il y a différentes phases. Avant le burn-out, il y a une phase de burn-in avec une hyper-présence, un hyper-investissement, des ambitions et exigences élevées. Et il y a plusieurs dimensions au burn-out, dont l'épuisement émotionnel, la saturation, c'est la baisse du plaisir d'être avec les enfants. La distanciation affective, c'est ne plus réussir à montrer son amour. Et la dépersonnalisation, c'est le sentiment de ne plus être un bon parent. Donc, je vais passer sur les chiffres. Pendant le confinement, on a remarqué une augmentation des phénomènes de violence intrafamiliale de plus 32 à 36%. Il y a des risques personnels avec une augmentation des addictions, des troubles du sommeil, des idées suicidaires, des risques conjugaux, plus de conflits dans les couples. Pour les enfants, plus de négligence, plus de violence. Et sociétaux, tout ça, ça a un coût. Donc nous, avec des professionnels, on est en train de réfléchir à une solution, une web appli qui a pour but de soutenir la parentalité et de prévenir un petit peu ces phénomènes d'épuisement et de violence. L'application s'appelle Koala. Elle a pour but de permettre d'accéder à un réseau anonyme de professionnels. C'est un outil gratuit. Il y aura des ressources, des défis pour apprendre à être un parent koala épanoui. On a lancé une campagne participative, donc n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir un peu, ça nous aidera dans ce projet. Je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais j'ai plus le temps. Ouais, oui. Pour finir, juste un mot, je voulais dire un mot. Le burn-out, est-il une chance ou une opportunité? Pour moi, oui. Clairement, ça a été l'occasion pour moi de mieux me connaître, de savoir ce que je veux pas ou ce que je veux plus, d'apprendre à poser mes limites, m'éloigner des toxiques, approfondir les techniques qui me font du bien. Pour moi, ça marche beaucoup par le sport, la pleine conscience. Et enfin, je terminerai là-dessus, quelques conseils d'hygiène de vie que je m'efforce à appliquer. Des exercices de cohérence cardiaque, de respiration, méditer, un peu d'exercice physique quotidien, s'exposer au soleil, c'est pas toujours facile à Paris, mais pour sécréter de la vitamine D, avoir une alimentation riche en vitamines, en fruits, en poissons, en tryptophane pour la sérotonine, et arrêter les écrans. Là-dessus, j'ai un peu du mal, une heure minimum avant de dormir, mais là-dessus, j'ai encore du travail. Voilà. Bon courage, ouais, c'est clair. Bon, merci Sabrina. Du coup, ce que je te propose, comme on est à 10 minutes, c'est que tu répondras aux questions sur le chat tranquillement et ça va nous permettre de passer à Laure. Laure, du coup, qui va nous parler de hop là, rire avec les bonnes manières. C'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Laure de Montalembert, je suis journaliste santé, mais j'ai déjà fait un court témoignage sur les dérives sectaires ici lors de la première. Mais là, il y a un sujet qui m'amuse énormément, ce sont les bonnes manières. C'est à la fois amusant et intéressant. Et du coup, comme j'ai l'ambition d'écrire un jour un livre sur le sujet, j'ai plein de matériel. Et là, il y a un livre qui est absolument extraordinaire que j'ai récupéré, là, qui s'appelle s'appelle Savoir-vivre d'hier et d'aujourd'hui. C'est donc une dame qui s'appelle Gisèle Dassailly qui a récupéré tous les conseils de la baronne Staff. Alors la baronne Staff, qui est moins baronne que moi, a écrit plusieurs livres au 19e siècle, fin 19e, sur les bonnes manières. Donc, je me suis axée, parce qu'on ne peut pas aller dans tous les sens, je me suis axée sur la jeune fille. Qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille? Comment doit-elle se comporter? Alors ça, c'est fascinant, parce que déjà, l'idée de la jeune fille, moi, je me souviens que
on est jeune fille si on est vierge normalement, enfin d'après ce qu'on disait à l'époque. Hein. Et ma grand-mère me racontait que dans sa famille ou dans des gens, c'était des bouches à oreille, il y avait une jeune fille qui s'était retrouvée enceinte après avoir pris un bain dans une baignoire mal nettoyée parce qu'un monsieur avait pris son bain avant. Et là, je me suis dit, quand même, elle est super forte, celle-là. Donc, faire croire à sa famille, au monde entier, que... Donc, l'histoire ne dit pas si elle a épousé le monsieur qui avait pris le bain avant, ou si la personne qui avait pas nettoyé la baignoire s'est fait engueuler. Je n'en sais rien, mais alors, ça reste absolument extraordinaire. Alors, avant d'être une jeune fille, quand même, on est un enfant, hein. Donc je passe par la phase enfant. Alors les enfants ne sont ni garçons ni filles, ce sont juste des enfants, hein, voilà. Alors la baronne Staff, donc fin 19e, écrit rien de délicieux comme une maison où les enfants sont toujours prêts à s'entraider, à se soutenir, à accomplir quelques actes de politesse ou d'obligeance pour leurs aînés. Eh bien, écoutez, donc j'ai fait des recherches. Hein. La baronne Staff ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfant. Hein. Donc, on aime nos enfants tendrement, mais on sait que ce sont des enfants. Et donc, Gisèle Dassy, qui donc prend la suite, dit donc, quand même, c'est tout de suite qu'il faut donner des bonnes habitudes aux enfants, leur apprendre à manger proprement, à tenir correctement couteau et fourchette et à bien peler leurs fruits. Alors, moi, j'étais assez préoccupée que mes enfants se tiennent bien à table, mais je ne leur ai pas appris à peler leurs fruits avec des couteaux et des fourchettes. Je vous avoue, malgré la grosse éducation que j'ai reçue, il faudrait que je vérifie auprès d'eux s'ils savent le faire, parce que peler une pêche au couteau et à la fourchette, c'est faisable, hein, mais voilà. Alors après, on a les baisers, donc il y a tout un truc sur les baisers. Alors, la baronne Staff, l'abus de baiser est nuisible au teint. Extraordinaire, moi, on peut abuser de me donner des baisers quand on veut, hein, mais ça ne nuira pas à mon teint. Au contraire, je pense qu'il sera un peu rose et un peu fleuri. Voilà. Donc, et elle dit, il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas avoir embrassé leurs enfants à pleines lèvres, ni fréquemment, parce que le velouté de la peau des bébés en souffre beaucoup. Alors, moi, je n'ai pas envie, en effet, que des tas de gens viennent embrasser mes enfants. Hein. Enfin, je veux dire, ils sont adultes maintenant, mais à l'époque, c'est vrai que ça m'agaçait un peu, comme ceux qui mettent le doigt dans la bouche des enfants, des nourrissons. Mais que le velouté de la peau des enfants souffre d'avoir reçu trop de baisers, ça m'étonne légèrement. Je crois qu'au contraire, plus ils ont reçu des baisers, plus ils sont aimés, plus leur peau est veloutée. Hein. Donc, on en reste là. Alors, j'ai trouvé sur les enfants, mais là, je n'ai pas utilisé ce livre-là, j'ai trouvé sur les enfants tout de même un autre bouquin, parce que j'en ai des tas. Alors, c'est la baronne Artiguet-Grand. Et elle, carrément, elle fait un chapitre sur l'éducation des enfants et des animaux. Vous voyez, là, hein, c'est publié en 2010, ce truc-là. C'est pas un truc qui date de la fin du 19e siècle. Alors, bon. Alors, je n'ai pas regardé si la baronne Argitay-Grand était une baronne, pour de vrai, mais bon, ça se vend bien, ce truc-là. Hein. Bon, je reviens à notre baronne Staff. Alors, on revient à la jeune fille. Ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit éviter. Une jeune fille n'accepte jamais d'un homme à présent de valeur, sauf si cet homme est son fiancé, évidemment. Si un homme lui cède sa place en wagon, en voiture ou tout autre lieu, ou lui rend un de ces petits services qu'on peut accepter, elle remercie poliment d'un air souriant. Ben oui, en fait. Enfin, qu'on soit une jeune fille ou qui que ce soit d'autre. Alors, il y a le vin. Et les alcools. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est la gourmandise qui enlaidit et qui dénote une mauvaise éducation. On n'a pas le droit d'être gourmande, hein, les gars, je vous préviens, enfin les filles surtout.
Voilà. Et par exemple, une jeune fille ne boira jamais du vin pur. Donc, il faut mettre de l'eau dans son bon vin. Je pense que Delamarre va se marrer en écoutant ça. Et trempera même fortement son vin. Ça veut dire qu'elle va mettre de l'eau dedans. C'est très bien. Voilà. Donc, elle n'acceptera pas de liqueur. Donc, Gisèle Dassy, qui répond après, dit que quand même les jeunes filles ont le droit de boire. Hein. Heureusement, on est en 1970 quand même. Hein. Mais rien de plus déplaisant qu'une femme ivre, une jeune fille trop gaie, disant n'importe quoi. Alors, et elle dit sans compter le reste. Mais quel est le reste d'ailleurs, je vous le demande. Voilà, mais on ne parle pas des hommes, évidemment, des hommes qui ont trop bu. Alors, après, on arrive au choix du fiancé. Vaste histoire. Alors, le choix du fiancé, la baronne Staff. Une femme se marie pour rendre heureux celui qu'elle a choisi. C'est cool, hein? Pour se dévouer à lui, pour fonder une famille avec lui, pour accomplir toute la mission terrestre et humaine. Il lui est donc indispensable de se demander si elle est à la hauteur de cette tâche. Alors, pardon, mais là, je perds un peu mes mots. Donc, on épouse un mec pour être à sa hauteur et pour bien faire les choses. C'est extraordinaire. Donc, il y a quand même peut-être encore des hommes qui pensent ça, qu'eux n'ont pas grand-chose à faire. Ça, c'est ma part un peu féministe. Alors, Gisèle Dassailly, donc vous avez compris, en fait, c'est la baronne Staff, ces anciennes histoires du fin 19e, et ensuite Gisèle Dassailly répond. Donc, alors, certes, la jeune femme se marie avec l'intention de rendre heureux l'homme de son choix, mais elle a le droit de penser également à elle. Heureusement. Hein. On est à 7 minutes, alors, mais permets-toi de dépasser parce que de toute façon, c'est je suis à la fête ce 7. soir. Mon C'est Dieu, la fête ce soir, c'est la c'est fête. la fête du caleçon. Pardon. Alors, le choix d'un mari, parce qu'on avait le choix du fiancé, maintenant on a le choix du mari, hein, parce que pour moi, ça a l'air relativement bien ensemble, mais bon. Alors, une jeune fille, alors voilà, c'est ça, l'idée, c'est que les parents ne choisissent pas le mari à votre place. Hein. Donc, la baronne Staff dit tout de même qu'on ne peut pas imposer quand même, je ne suis pas sûre que ce ne soit pas arrivé, mais imposer un mari à leur fille. Donc, voilà. Et non, mais je ne vais pas vous faire là, parce que là, je suis déjà serrée. Alors, les défauts féminins. Ah oui, j'ai trouvé les défauts féminins. Alors, ça, c'est grandiose. Alors, si une femme, ça, c'est Staff hein, qui dit. Si la femme est violente, ses colères ébranle toute la maison. Elle oublie que son rôle consiste à apaiser et non à troubler. C'est-à-dire que si vous êtes un mari qui est odieux, eh ben vous fermez votre grande bouche. Elle est plus insupportable, celle qui pose pour la victime se compose un visage de martyr, une attitude de chien battu, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, il ne faut pas humilier son mari. Ça, je suis assez d'accord, mais le mari ne doit pas humilier sa femme non plus, a priori, en public. Ah, on est d'accord. Bon. Et alors, Gisèle Dassailly de répondre, les scènes de ménage ou les reproches, si on veut en faire, doivent être gardées pour la plus stricte intimité. Bon, on va rester relativement d'accord. Je termine. J'en ai encore un petit peu. Parce qu'on va jusqu'au dessous féminin, figurez-vous. Alors, donc, une vraie femme, donc c'est Staff qui dit, une vraie femme qui a toujours l'instinct de l'élégance, vous admirerez le terme, et de la coquetterie permise, ne se bornera pas à la fraîcheur de sa toilette extérieure, celle que l'on voit, robe, chapeau, manteau, etc. Ses vêtements intimes, ceux que l'on ne voit pas seront également soignés, corrects, en bon état, d'une netteté, d'une propreté minutieuse. Une femme honnête. 30 secondes. Ouais, une femme honnête répugne à tout excès de luxe en ce qui concerne ses vêtements intimes. Ça veut dire que ça ne doit pas être trop sexy. Alors, je vais juste vous raconter en 32 secondes. Ma grand-mère me disait toujours, après l'histoire de la femme qui s'était retrouvée enceinte dans sa baignoire, Laure, il faut toujours avoir des dessous impeccables. Imagine si
les pompiers, si tu fais un malaise et que les pompiers te récupèrent et qu'ils te déshabillent, tu aurais trop honte. Voilà. Eh ben, je vous embrasse tous et j'espère que je vous ai amusé. J'ai plein d'autres sujets, Jean-Marie, sur les bonnes manières. Donc, Ça voilà. marche, avec plaisir. Et alors, je te tenais à te signaler que je possède le livre de Julien Lepers, Les mauvaises manières, ça suffit. J'espère que tu... Ah, je ne l'ai pas. Il faut que j'ajoute ça, mais Ouais, n'hésite pas à l'acheter. C'est ah ouais, ah un ouais, grand ouais, il faut que je classique. regarde. Ouais, ouais, parce que je Voilà. veux vraiment écrire un livre beaucoup plus actuel sur le sujet et avec un brin d'humour quand même, vous l'aurez compris. Est-ce que Julien Lepers a écrit ça après avoir quitté Question pour un champion? Non, je pense que c'était avant. Je vais écrire dans le chat. Tu nous diras, ouais. Je sais, non, j'aurais pas je vais regarder sur Google. Ok. Ah, et puis tous, si vous avez des idées de bouquins que je n'ai pas sur le sujet, mais alors proposez-moi parce que je veux vraiment faire Ouais, un super. beau travail de recherche. J'espère que vous vous êtes amusé en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Alors, il nous reste 2 intervenantes. Merci à ceux qui tiennent et qui sont là jusqu'au bout, parce que c'est très important et je vois qu'on est nombreux. Et ça me fait très plaisir, puisqu'on va parler de 2 sujets très différents. D'abord sur les 4 accords Toltec et ensuite sur la transition écologique des opportunités pour la culture. Donc, on va commencer avec Isabelle Bulourde. Les 4 accords Toltec. Est-ce que ton micro est activé, Isabelle? Maintenant, oui. Donc, c'est à toi. Merci Jean-Marie. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour toutes les interventions et je confirme que je me suis bien amusée à écouter Laure à l'instant. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis aujourd'hui thérapeute et j'accompagne les personnes dans leur développement personnel, professionnel et aussi spirituel pour ceux à qui ça parle. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un bouquin qui est un peu une référence par rapport au travail de développement personnel et qui s'appelle Les 4 accords Toltec. C'est un bouquin qui est assez connu, donc peut-être qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà entendu parler. Donc c'est une espèce de guide en fait de vie, des principes de vie en tout cas que l'auteur met en avant sur la base des enseignements des Toltecs, donc qui vivaient il y a très très longtemps dans le sud du Mexique. Et donc l'auteur qui s'appelle Don Miguel Ruiz, donc lui serait issu de cette lignée en fait de Toltec, et donc il a reçu les enseignements et il a décidé de les transmettre dans les années 90 au travers de ce livre. Alors il y a un 5e accord Toltec qui a été rédigé à la suite, parce que comme le monde est en mouvement perpétuel, etc. Isabelle, je me permets juste de faire une toute petite coupure. Lee-Antoine demande si tu peux parler un tout petit peu plus près de ton micro. Ah ok, désolée. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, là c'est mieux. Merci. Ok, super. Donc voilà, il y a un 5e accord qui existe. Et voilà, ça traite d'un dernier accord, parce que voilà, comme le monde est tout le temps en mouvement, voilà, il y a plein de choses qui bougent, il y a d'autres messages à faire passer. Les messages, ils existent depuis très longtemps, on commence à les entrevoir, et puis en fonction des pays du monde, on va les appréhender d'une certaine façon. Mais effectivement, ces messages, ces enseignements, ils existent depuis très 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 longtemps dans certaines civilisations. Donc, il précise bien à l'auteur que la connaissance Toltec n'est pas une religion. Voilà, donc c'est assez important voilà. Et on nous parle en fait beaucoup à travers ce livre. Enfin, la thématique du bouquin, c'est l'amour inconditionnel. Donc, l'amour sans aucune condition. Capacité à s'aimer soi et à aimer l'autre sans y mettre un cahier des charges avec des conditions, etc. Et donc, pour pouvoir atteindre cet état d'amour inconditionnel de soi, l'auteur nous parle de 4 règles. Donc, la première règle qu'il met en avant, c'est que votre parole soit impeccable. Donc, il exprime en fait l'importance de la parole, le poids de la parole, avec notamment des faits historiques qui nous ont montré à quel point la parole pouvait avoir un impact même mondial. Et donc, il explique que
c'est déjà le premier accord, c'est le plus difficile à honorer et les 3 autres vont découler en fait de celui-ci, c'est-à-dire que c'est la parole qu'on va avoir envers l'autre mais aussi envers soi-même. Et on se rend compte que la plupart des gens ne font pas vraiment attention à la parole qui se porte. On n'a qu'à voir que quand on demande aux gens « est-ce que vous vous êtes même pardonné à vous-même ?» Déjà, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié de se pardonner. Donc, on imagine très bien à quel point parfois la parole envers soi-même peut être très, très dure et peut occasionner forcément plein de choses derrière. Donc, c'est vraiment important pour lui de comprendre que cette parole, elle a autant le pouvoir de créer du rêve que de détruire en fait. Juste ce pouvoir de la parole, prendre conscience de ce pouvoir-là. Et donc que pour avoir une parole impeccable, il ne faut pas l'utiliser contre soi. Voilà. Donc ça, c'est le premier accord Toltec. Le deuxième accord dit quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. L'auteur nous explique que quand quelqu'un nous dit tu n'es qu'un idiot, par exemple, c'est sa façon, c'est sa vérité à lui, c'est son sentiment à lui, c'est son regard à lui, et ce n'est pas la vérité. Voilà. L'autre a le droit d'avoir la représentation qu'il veut, d'avoir la pensée qu'il veut, les ressentis qu'il veut, mais ça lui appartient. Donc, quoi qu'il arrive, ne pas faire une affaire personnelle de ce que les autres nous renvoient. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Oui, voilà, c'est que quand on commence à prendre les choses d'un point de vue personnel, on va donner le pouvoir aux autres. On va donner le pouvoir aux autres et on leur donne vraiment ce pouvoir. Toi, je t'autorise à me rendre heureux ou malheureux. Toi, je t'autorise à me faire me sentir bien ou mal, etc. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça pour ne pas justement donner le pouvoir à l'autre. Le troisième accord dit « ne faites pas de suppositions ». Voilà, l'auteur nous explique que c'est un automatisme, qu'on fait des suppositions tout le temps sur ce que les autres peuvent penser ou faire. On interprète forcément de travers, on voit avec notre regard des situations, on les analyse et forcément, ça amène des problèmes, ça amène des conflits parce qu'on a supposé que. On n'a qu'à voir déjà dans la vie de couple comment ça peut se passer, où les besoins qui ne sont pas exprimés correctement créer des conflits, des problématiques de couple, juste parce que le partenaire pense que son partenaire va deviner sans qu'il ait besoin de manifester. Donc voilà, donc le bouquin va nous expliquer en gros que c'est important de bien exprimer, en fait, de bien établir aussi ses besoins, etc., pour ses rapports aux autres. Le quatrième accord nous dit « faites toujours de votre mieux ». En gros, faites toujours de votre mieux, c'est soyez juste avec vous-même, voilà, dans l'équilibre, c'est-à-dire dans l'équilibre du donner-recevoir, dans l'équilibre de tout ça. C'est-à-dire que voilà, peu importe les circonstances de vie, vous faites toujours de votre mieux. Et vous partez du principe que vous avez fait de votre mieux. Ni plus, ni moins. Parce que si vous faites plus que votre mieux, vous videz votre énergie, vous n'êtes pas, en gros, vous ne vous écoutez pas. Et je rejoins le témoignage sur le burn-out, c'est totalement ça. C'est-à-dire que ça a été plus que ce qui était normalement à faire. Et à contrario, si vous faites moins, vous exposez en fait à des frustrations, à une culpabilité, à des regrets et à un jugement personnel. Donc, en faisant simplement de son mieux, l'auteur nous explique que impossible de se juger en fait, puisque de toute façon, on a fait de notre mieux. Donc derrière, naturellement, il n'y aura pas cette culpabilité qui fait tant souffrir beaucoup de personnes. Donc voilà, en résumé, quoi vous dire d'autre? C'est un bouquin qui se lit très bien, c'est très agréable et puis ça rejoint des choses qu'on connaît déjà, c'est une façon de les amener qui est un petit peu spécifique, un petit peu différente et c'est ça qui peut être intéressant. Donc voilà, c'était un bouquin que je voulais partager. Est-ce que tu as parlé de 5 accords? Le cinquième, c'est quoi? Alors le cinquième, c'est dans l'intitulé, c'est « Je suis sceptique mais j'apprends à écouter ». Donc, en gros, c'est remettre en question, alors là, on passe à un niveau, j'ai l'impression, c'est remettre en cause ses croyances personnelles. C'est-à-dire qu'on part du principe que chacun sa vérité et on va essayer d'aller chercher au plus profond de notre être, vraiment dans notre intuition pure, sa propre vérité, sans se faire influencer par toutes les croyances limitantes qui nous entourent, etc. Voilà. Et en respectant celle de l'autre aussi. Voilà. Parce que c'est toujours une partie de l'autre qui s'exprime. Et donc, il faut, quand on commence à reconnaître la partie de soi qui s'exprime, alors on est en capacité de voir la partie de l'autre qui s'exprime. Et voilà. Ce que nous dit l'auteur, c'est en gros, c'est des règles
des règles de bienveillance, mais au-delà de l'utilisation un peu simple du mot qu'on trouve un peu à toutes les sauces, là, c'est vraiment le guide de la bienveillance, quoi. Et envers soi, prioritairement, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils doivent être bienveillants envers les autres en priorité. C'est faux. C'est envers soi-même qu'il faut être bienveillant. C'est dans ce sens-là que le travail il commence. Voilà. Super, merci. Alors, est-ce qu'on a des questions ou des remarques? Anne Baudenot, est-ce qu'il ne faut pas déjà une certaine maturité pour se saisir de ces accords et les mettre en œuvre? Alors, tout dépend de ce qu'on entend derrière le mot maturité. Encore une fois, c'est un mot avec une interprétation qui est propre à chacun. Moi, ce que je me dis, c'est que, en fait, la personne que ça appelle, elle lit le bouquin et puis elle va voir ce qui résonne et elle va garder que ce qu'elle a gardé. Et puis elle va le relire. Et l'auteur le dit bien, il dit à chaque fois que vous lisez ce livre, ce n'est pas le livre qui a changé, mais c'est vous. Donc il y a toujours un moment, en fait, il y a toujours le moment. C'est le moment pour commencer à conscientiser certaines choses. Ce discours-là, il va résonner chez certains et chez d'autres, ce ne sera pas le moment. Ce n'est pas grave. Il y aura d'autres messages ailleurs à trouver, en fait. Ça, c'est un outil. Il y en a plein d'autres, en fait. Donc, c'est pas, voilà, c'est une question de s'écouter aussi par rapport à ça. Ok, merci. Pardon, il y a une petite interférence dans mon appartement. Du coup, je me recentre. J'incite effectivement, tu as bien raison sur la définition des mots. Maturité, ça veut tout dire et rien dire. Et du coup, quand on discute avec quelqu'un dans ce genre de sujet un peu spécifique, il faut toujours se mettre d'accord sur le sens qu'on met sur les mots, puisque donc ça, je te rejoins complètement là-dessus aussi. Ok, donc Sabrina nous informe qu'un bon ami auteur a écrit les 4 accords du bonheur. Ensuite, une belle leçon, premier bouquin de mon réveil, l'auto-empathie. Globalement, pas de questions particulières, mais je pense que, étant donné que tu l'as dit, c'est un livre qui se lit de manière très rapide, je l'ai lu aussi. Je pense que je recommande à chacun d'aller se faire sa propre idée. Je sais Et de pas ce que prendre tu que en ce qui penses. résonne, c'est vraiment ça qui est important. Voilà. Voilà, c'est pas, enfin, ça va parler à une partie de chacun ou à aucune partie, et c'est pas grave en fait. Il y aura peut-être une autre personne qui aura le même message et la façon qu'elle aura de transmettre le message parlera plus parce que c'est, voilà, c'est juste voilà, enfin moi j'appelle ça une notion de vibration en fait dans les mots, etc. Donc voilà, c'est pas, c'est un bouquin qui est top, mais oui, il y a beaucoup de personnes à qui il peut ne pas parler, c'est certain. Ok, super. Merci Isabelle. Merci. On arrive en fin du temps et du coup, on va pouvoir passer à la dernière intervenante. Du coup, Sabine Colombier, la transition écologique des opportunités pour la culture. Ton micro est allumé. Hop là. Est-ce que tu peux parler juste pour être sûr qu'on t'entende? Et Oui, puis, est-ce que tout c'est le monde parfait. m'entend? Oui, c'est On bon. est bon. Eh ben, c'est à toi. Et merci de finir cette belle conférence sur Oui, ce titre intrigant. bonsoir à tous. C'est un baptême pour moi ce soir, donc voilà, je vais vous demander de l'indulgence. Je m'appelle Sabine Colombier, je vis entre Annecy et Genève. Je suis historienne de l'art et j'ai 15 années d'expérience dans le marché de l'art, principalement à Paris et ensuite en Suisse, à Genève. Pour la petite histoire, c'est assez drôle de me retrouver parmi ces conversations ce soir parce que j'ai à la fois vécu un burn-out et un stress post-traumatique, donc c'est le hasard fait bien les choses. Et c'est ce qui m'a amené aussi mon burn-out à revoir mon parcours professionnel et à sortir du marché de l'art pour en fait vivre de ce qui m'animait vraiment, c'est-à-dire l'environnement, et voir comment on peut apporter des solutions au monde culturel et au monde artistique pour qu'ils puissent s'emparer de la question de la transition écologique. Parce qu'aujourd'hui,
le réchauffement climatique est traité par les artistes quand même depuis plusieurs décennies dans les œuvres. On parle, on met en évidence ce qui se passe, on dénonce. L'artiste est devenu vraiment un témoin, presque un journaliste aussi. Et quasiment depuis les années, en tout cas 60-70, avec le land art, on a commencé à parler et à s'emparer de la nature pour montrer son importance. Si je peux me permettre, c'est quoi le land art? Le land art, c'est quand on utilise, par exemple, on va prendre des cailloux et faire une spirale quelque part dans la forêt. Et on la laisse, c'est une œuvre qui peut être éphémère et qui peut rester le temps qu'elle restera. Voilà, c'est ça le land art. Donc, on utilise le paysage pour créer une œuvre, en fait, et on la met dans le paysage. Elle reste dans le paysage. Donc voilà, donc en fait, l'artiste est presque devenu un historien aussi de notre époque. Et donc, on lui a donné un rôle, en fait, dans le monde de la culture, un peu pour se dédouaner. Sur la question du réchauffement climatique. Maintenant, aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dans mon milieu qui disent si, on s'empare du réchauffement climatique, regardez, tel artiste, il a fait telle œuvre, etc., pour dénoncer la fonte des glaciers. Ok, très bien. Seulement, il ne se passe rien dans la pratique professionnelle de tous les jours. On continue à énormément se déplacer. C'est un secteur dont l'impact en empreinte carbone est phénoménal parce qu'il y a des expositions à aller voir aux quatre coins du monde, parce qu'il y a des foires où il faut aller absolument pour rester crédible. Donc, aujourd'hui, moi, j'interviens aussi. Donc, j'ai monté ma société sur ces questions-là. J'aide les gens de la culture pour qu'ils puissent passer à la transition écologique. Et puis, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Les Augures. Et on est 5 expertes dans des domaines différents culturels. Et notre message ce soir qu'on voulait aussi vous passer, c'était de comprendre quels étaient les enjeux en fait pour la culture de se saisir aujourd'hui de ces questions de transition. Pour nous, on a identifié trois enjeux principaux qui sont 3 actes. Le premier, c'est économiser. Le second, c'est renforcer. Et le troisième, c'est anticiper. Donc, je vais vous développer tout ça. J'espère avoir assez de temps. Économiser, c'est économiser son budget, économiser son temps. On peut économiser en mettant en place des systèmes d'économie circulaire par des principes de mutualisation. Je vous donne des petits exemples très simples. Par exemple, mutualiser dans le monde des arts, du marché de l'art. Ça peut être, on a tous, je ne sais pas quel est votre rapport à l'art, etc., mais souvent dans les villes, les galeries sont réunies dans des mêmes quartiers, même les mêmes rues. Voilà, à Paris, vous avez des rues entières où c'est des galeries les unes après les autres. Il serait très facile que ces gens-là se disent est-ce que avant de faire une exposition, je ne peux pas aller taper chez mon voisin et lui demander s'il a déjà des cadres, s'il a déjà des socles, s'il a déjà des spots, etc. Donc, tous ces principes-là, en fait, c'est des choses très faciles à faire, mais qui sont, en fait, simplement auxquelles personne ne pense. Économiser aussi du budget, c'est économiser sur ces déchets et mettre en place un réemploi, principalement pour les artistes. Il y a déjà des initiatives qui sont faites en ce sens. Il y a des associations qui se sont créées. La plus connue et la plus reconnue, c'est la Réserve des Arts à Paris, qui est une association qui récupère en fait du matériel, tout type de matériel, et puis ensuite qui le propose à des artistes, donc n'importe quel créateur avec une petite adhésion assez minime peut aller se fournir en matériel, et comme ça on a un cycle vertueux sur la récupération des déchets. Et puis, le dernier point sur l'économie, c'est de mettre en place des réflexions sur ses achats. Ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, il faut le faire dans le marché de l'art, mais tout un chacun dans toute la société peut le faire aussi. C'est réfléchir avant d'acheter. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ? Est-ce que ça, je ne peux pas le trouver ailleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un second marché ? Est-ce que
est-ce que j'ai besoin d'acheter un billet d'avion pour aller rencontrer quelqu'un pendant 10 minutes à New York? Je vous promets, je l'ai déjà fait, donc c'est juste aberrant. Voilà, toutes ces questions-là, en fait, c'est à la fois de l'économie, bien sûr, budgétaire, mais c'est aussi de l'économie de temps, parce que moi, dans mon métier, on passe beaucoup de temps dans les transports. Et alors que, on le voit bien aujourd'hui, dans cette période de confinement, une visioconférence, c'est tout aussi efficace et c'est beaucoup moins, voilà, c'est quand même mieux et ça nous gagne un temps phénoménal. Moi, voilà, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui et je remarque tout ça maintenant. Le second enjeu, c'est des questions de renforcement. Renforcer 3 choses, renforcer son image, renforcer sa solidité et renforcer la solidarité. Renforcer l'image, c'est simple, hein, s'engager dans la transition écologique, c'est renforcer aussi sa réputation. Aujourd'hui, et principalement la nouvelle génération est très, très au courant de tous ces sujets-là. Elle a une volonté de transparence et de modifier nos comportements très forte. Et dans la culture, on le ressent aussi. Les artistes qui sont dans les écoles d'art, qui sont donc les futurs professionnels de demain, tous ces jeunes-là, ils sont très, très en demande d'avoir des initiations à ces questions. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution et il n'y a pas de réponse en face. Donc c'est vraiment une histoire d'image aussi. Et puis, tout simplement, être une entreprise culturelle, une institution culturelle portée sur l'environnement, ça amène de nouveaux publics et ça amène aussi du mécénat privé plus engagé. Je ne sais pas si vous avez suivi, parce que c'est quand même des choses un peu des fois de niche, mais il y a des grands musées cette année qui ont arrêté des mécénats de grosses entreprises pétrolières ou pharmaceutiques sous le prétexte que ce n'était pas bon pour leur image, que le public réclamait d'arrêter ces partenariats. Donc voilà, ce sont des engagements à prendre par rapport à sa propre image. C'est aussi renforcer sa solidité, bien sûr, tout simplement la solidité des infrastructures, travailler sur les bâtiments culturels, les adapter au changement climatique, c'est bête, mais il y a beaucoup de bâtiments qui abritent des œuvres qui sont des bâtiments anciens, avec des vitrages qui ne sont pas du double vitrage, par exemple. Donc, pour les œuvres, c'est très compliqué en situation de canicule. Et on le sait, c'est des phénomènes qui vont se reproduire tous les ans et plusieurs fois par an. On a aussi les variations de température, toute l'humidité qui va être apportée, etc., par les inondations. Donc, tout ça entraîne... il va falloir revoir les infrastructures culturelles et bien sûr, il faut absolument que la culture passe ce cap en ayant en tête les moyens qu'on a aujourd'hui de construire de façon plus durable, avec des énergies renouvelables, avec de l'électricité verte. Enfin voilà, c'est vraiment important pour l'image, pour les musées et pour leur leur pérennité tout simplement. Renforcer la solidarité, parce que mettre en place des programmes sociaux et écologiques, ça, on le voit, ça provoque de l'entraide dans une équipe. Ça permet de fédérer aussi les personnels de ces institutions autour de questions qui sont des questions sociétales, tout simplement, qui ne sont pas que des questions professionnelles. Tous les corps de métier sont concernés, parce que dans une institution, parler de transition écologique, c'est aussi bien forcément parler des conservateurs de musées, etc., qui vont décider des expositions, de comment on transporte une œuvre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais ça concerne aussi les gens qui nettoient les musées, tout simplement. Avec quels produits on nettoie le musée? Est-ce qu'on utilise des produits qui sont toxiques, ou est-ce qu'on passe à des produits beaucoup plus verts, ou même à des produits carrément naturels? Enfin, je veux dire, donc en fait, ça fédère vraiment tout le monde. Ça permet une certaine horizontalité aussi par rapport à ces questions. Chacun a son mot à dire.
Et ça permet de regrouper voilà, toute l'équipe autour d'un nouveau programme et d'une nouvelle vision aussi de comment gérer une institution. Le dernier enjeu, c'est l'enjeu d'anticiper. On en a parlé ce soir, pas sur l'environnement, mais on a parlé du principe de résilience. La résilience, c'est s'adapter au changement. Alors, s'adapter au changement, c'est bien, c'est sûr, mais il y a mieux. Pour nous, ce qui serait mieux, c'est se préparer, anticiper ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'il va falloir, et ça encore la culture et les gens qui travaillent dans la culture ne l'ont pas encore suffisamment en tête, mais on est encore très préservé des réglementations, mais elles vont arriver nécessairement. On ne va pas pouvoir continuer comme ça sans que les lois nous l'interdisent. Donc, c'est notre message, voilà, c'est anticiper au lieu de devoir tout faire à la dernière minute. Okay. Je termine juste sur ma conclusion, Ouais. si j'ai encore du temps. Voilà, pour mettre en place tous ces enjeux, on a besoin d'outils, et pour nous, les outils, c'est de mixer les compétences, c'est de rompre les barrières qui existent entre la culture, le domaine scientifique et le domaine technique. Voilà, si on arrive à travailler tous ensemble, eh ben, on arrivera à développer des innovations intéressantes. Donc voilà, soyons cohérents. Le monde de l'art et de la culture, ne traitons plus le sujet du réchauffement climatique uniquement par la voix des artistes et des œuvres qu'ils produisent. Embrassons vraiment la transition écologique, soyons ambitieux. Et moi, j'aime beaucoup terminer mes interventions sur la citation de Théodore Monod qui dit l'utopie, c'est simplement ce qu'on n'a pas encore tenté. Donc, allons-y. Merci. Merci beaucoup. Du coup, je vais finir aussi par une citation de Adeline Dupéret sur le chat. C'est formidable de savoir que le monde de la culture avance en ce sens. Nous finirons cette soirée sur une belle note d'espoir. Merci. Bon, merci à tous.